Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Psychanalyse et lien social. Collection fondée et dirigée par Joseph Roussel et Jacques Cabassu. La collection Psychanalyse et lien social suit l'indication freudienne selon laquelle l'opposition entre la psychologie individuelle et la psychologie sociale ou collective, qui peut à première vue paraître très profonde, perd beaucoup de son acuité lorsqu'on l'examine de plus près. La collection accueille des textes témoignant des grands mouvements culturels et sociaux, qui dans notre hypermodernité, bouleversent autant les sujets que les collectifs. Elle interroge les différentes dimensions éthiques, politiques, institutionnelles, cliniques. Comme l'écrit Didier Anzieux, hier les psychanalystes avaient à braver la résistance du monde à la psychanalyse. Leur tâche aujourd'hui est inverse. Ils ont à soutenir la résistance de la psychanalyse au monde. Dernière parution. Claude Miolan, Le contrôle dans la formation des psychologues cliniciens 2022. Sous la direction de Monique Loret, Éthique psychanalytique et accidents du transfert 2022. Sous la direction de Monique Loret, Éthique inconscient et questions contemporaines 2022. Association Psychanalyse, une praxis de la psychanalyse 2022. Jacques Cabassu, Guillaume Némer et Joseph Roussel dire Rapport sur la folie à l'âge capitaliste, Marx et Freud, 2022. Serge Dideley, Abécédaire provisoire de psychothérapie institutionnelle. La boîte à outils du Dr Houry, 2021. Monique Loret, La conscience de l'humain. Dialogue entre psychanalyse et pensée chinoise, 2021. Ouverture. La pensée foisonnante de l'ami Guy Massa coule au confluent de la mythologie grecque, la pensée chinoise et japonaise et la psychanalyse lacanienne. Tout en traversant la grande tradition du bouddhisme zen en tant que moine et élève de Taizen Deshimaru, maître du zazen. En témoignent quelques-unes de ses publications qui vont de Zen Phénixologie, Oshawa Europe, 1972, à une nouvelle traduction du Tao Te Ching inspirée de Jacques Lacan en Forta, 2015, en passant par la publication des fragments des apostrophes. Héraclite, là aussi dans une traduction renouvelée, en Forta, 2018, ou encore un ouvrage commentant Télévision de Jacques Lacan, Psychasoc, édition numérique, sans compter ses séminaires généreux, abondants, foisonnants, pratiquement inédits. Cette richesse subtile, qu'il a su déployer dans ses ouvrages et séminaires en suivant la voie frayée par Freud de l'association libre, perdrait beaucoup à s'organiser de façon trop bien rangée, en jardin à la française. Le jardin zen lui siérait mieux. Nous avons extrait de son œuvre, conséquente et labyrinthique, quelques perles et trouvailles que nous avons assemblées au gré du hasard qui parfois fait bien les choses. Le travail de Guy Massa dérange, bouscule, fait bouger les lignes de l'orthodoxie dogmatique où l'on calfeutre trop souvent l'élaboration de la psychanalyse, qui ne se soutient que d'une pratique et donc ne peut se manifester à la manière de James Joyce que dans un work in progress. C'est sans doute aussi à lui que je dois la nomination de l'association Psychanalyse, voir mon ouvrage ailleurs. Pratique de la psychanalyse, le retrait, 2018. Pour désigner l'objet A de Lacan vient de Jeanne Lafont. Mais l'idée d'une apsychanalyse, d'une atopie analytique et d'un mouvement qui le soutiendrait est née autour d'un repas copieusement arrosé que je partageais avec Guy peu de temps avant sa mort, dans un bistrot près des Halles. Nous avions aussi le projet d'un voyage en Chine. Mais une maladie des yeux qui affectait Guy, l'en a empêché. L'ouvrage dans lequel entre ici le lecteur se veut un hommage à Guy Massa et à son enseignement, afin qu'il reste vivant. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Évangile de Saint Jean. Remerciements à Alice et Hélène Massa, filles de Guy, pour leur autorisation à publier les textes qui suivent. Merci à Olivier Douville et Monique Loret d'avoir accepté d'y mettre leur grain de sel. Merci à Hayat Smiley pour son aide précieuse dans la collecte et le choix des textes. Joseph Roussel, Montpellier, le 2 octobre 2022. Préface. Le titre de ce livre pose une thèse, Guy Massa est un psychanalyste zen. La discussion de ce qu'une telle thèse implique et ce à quoi elle oblige sera la tâche du lecteur et aussi un des fils de cette préface. Qu'on ne fasse pas de cette référence au zen un effet de mode assuré d'être aussi promptement reçu qu'oublié dans notre monde intellectuel, gourmand et impatient.
la Chine et le Japon exigent de l'humilité et de la patience. Ces deux pôles du bouddhisme n'apportent rien à qui n'a pas l'art et le sens du voyage intérieur. Notre milieu psychanalytique aime consommer de la Chine et du chinois, mais nous sommes-nous suffisamment laissés pénétrer, modeler, passiver, étonnés et enthousiasmés par les hautes traditions philosophiques chinoises? L'expression « un psychanalyste zen » ne peut que faire écho à plusieurs autres ouvrages qui voulurent rapprocher la psychanalyse du zen. À tout seigneur, tout honneur. Voilà que nous fait signe Erich Fromm, toujours avide d'une métaphysique portative qui, dans son essai Psychanalyse et bouddhisme zen, suivant le fil d'une pensée qui divise et contraste, prodigue des clichés opposant massivement l'Orient à l'Occident. Cette fièvre polémique par laquelle la condamnation d'un mode de vie, le modernisme occidental, sert de marchepied à une idéalisation de l'Orient a toutefois sa profondeur. Fromm tient à l'idée que la psychanalyse ressourcée à la culture zen serait un remède puissant à la crise de spiritualité caractéristique des mondes contemporains. Le texte de Fromm est en lien avec les thèses du grand traducteur et philosophe américano-japonais Daize Teitaro Suzuki qui fut un profond connaisseur du zen, et c'est sans doute pour cela que Fromm offre des perspectives claires sur l'illumination zen. Les deux textes de Fromm et de Suzuki furent assortis d'un troisième, signé de la plume de Richard de Martineau, ayant pour thème l'évolution de la conscience de soi dans le bouddhisme zen. Ces trois essais sont issus d'un séminaire sur le bouddhisme zen et la psychanalyse, qui s'est tenu à Cuernavaca, au Mexique. Une cinquantaine de psychologues et de psychiatres provenant du Mexique et des États-Unis ont assisté à ce séminaire en compagnie du professeur Daize Teitaro Suzuki, fer de lance et fil rouge de cette manifestation. Le livre est paru en France aux presses universitaires de France, lors de l'année 1960. Plus proche de nous, le rapprochement entre le zen et la psychanalyse fut souligné dans un autre ouvrage aujourd'hui oublié, Jacques Lacan Maître zen, que publia aux presses universitaires de France l'incisif et averti Pierre Stuart Schneiderman. Là, c'était moins la philosophie bouddhiste qui était envisagée en tant que telle que l'art du maître zen, en aucun cas professeur et qui, souligne Lacan, interrompt le silence par n'importe quoi, un sarcasme, un coup de pied. C'est ainsi que procède dans la recherche du sens un maître bouddhiste, selon la technique zen. Il appartient aux élèves eux-mêmes de chercher la réponse à leurs propres questions. Le maître n'enseigne pas ex cathedra une science toute faite. Il apporte la réponse quand les élèves sont sur le point de la trouver. Une telle continuité d'engouement et de dévotion de quelques psychanalystes au zen, de Fromm à Massa, indique que la référence au zen se tient à considérer que pour un psychanalyste, on ne parle pas que de philosophie ou de théorie du sujet, mais bien du régime de l'acte psychanalytique en tant que provocation à un réaménagement du sujet dans son rapport au corps et au miroir, et donc à la lettre et à la voix. En cela, des philosophies extra-occidentales concernent la psychanalyse qui, à l'inverse des rationalités cartésiennes et de leur suite, ne désespèrent pas des puissances de la phonée et tentent à surmonter les antinomies les plus courantes, celles du dedans et du dehors, du bien et du mal et de tout autre système binaire. En cela, comment ne pas être chinois? C'est-à-dire comment l'être? Comprenons que ce livre permet justement de reconsidérer la dimension du dire et du désir, dans la vitalité de leur métamorphose. Nous le savons, du moment où Lacan aborde et bricole ses versions de la topologie des nœuds, il ne mentionne plus l'écriture chinoise, le bouddhisme Chan et le zen. Nous superposons rapidement ces deux dernières approches, quoique trouvant le travail de Guy Massa tout autant Chan que zen, le zen étant toutefois une branche japonaise du bouddhisme Mahayana hérité du Chan chinois. Toute la référence à ces univers chinois et à leur devenir japonais se font, chez le Lacan tardif, dans la dynamique évolutive des topologies. Est-ce renoncement? Il serait plus exact de penser que, d'une part, les références à l'écriture chinoise et à ses doctrines orientales qui passionnèrent Lacan ont été un des moteurs de l'invention topologique, en cela que cette invention fait de la psychanalyse un art de la coupure, mais aussi du tissage, de l'intemporalité, mais aussi de l'instant. La topologie, comme le langage, est animée par la poussée du vide. La passe du zen a-t-elle été une des clés qui ouvrit au dispositif de la passe dans les terres lacaniennes? D'autre part, ce que l'on pourrait appeler le mode d'action du psychanalyste que Lacan inventa et incarna jusqu'à la raideur fulgurante des séances courtes moesses par le goût pour la coupure, le paradoxe et la scansion,
évoque bien ce que nous pensons savoir de l'attitude du maître zen vis-à-vis de ses disciples. Quoi qu'il en soit, nous lisons clairement dans ce recueil la façon dont Guimasa sut faire usage de la topologie, tout en maintenant intact son rapport vécu à ce que, par commodité, nous nommons le zen. Aller vers le zen, c'est sans doute admettre qu'une anthropologie interne à la psychanalyse orientée, non une ethnologie, nous débarrasse de toute idéalisation de la condition tragique du sujet. C'est aller au-delà de l'Oedipe, de ses complexes et de ses drames, à la stricte condition de savoir aussi le lire dans les embarras des analysants. Le détour par l'Orient n'est certes pas la seule escapade nécessaire que le travail de Guimasa invite à effectuer. Comme en écho à ce que Lacan, lors du congrès de la Grande Motte, a pu soutenir concernant ce qu'il voit comme un retour de Freud au présocratique, Guimasa, réfutant toute onction aristotélicienne donnée au monde de notre expérience commune, et du même geste, rendant impossible toute Weltanschauung, c'est bien le régime d'action du psychanalyste qui va s'en trouver éclairé. L'acte analytique de l'émission de la voix du psychanalyste éclairant les ténèbres peut illuminer les débuts d'une cure, l'art de nouer la vérité d'un dire, au moment exact où il va jaillir, affranchit l'interprétation de tout égarement didactique ou pédagogique, et le cri surprenant du maître zen, son cat déchirant et la parlotte souvent et parfois le silence, fait rencontrer l'absence d'un sens ultime, d'une version stable et définitive des rapports sujets à son désir. Avec la psychanalyse l'homme se réveille, soulignait notre regretté ami Olivier Grignon. Avec Guimasa, Michel Guibal, Huo Datong et quelques autres, fort peu nombreux, la psychanalyse se dégageant de la tyrannie du sens favorise, au-delà de la perte de l'objet, une dynamique pulsatile de collage à la chose et tout à la fois de déréliction devant la perte de tout rapport à la chose. C'est alors que se réveille chacun, incité non à se perdre dans l'ineffable mais à trouver en lui, voyageant dans le miroir spirituel qui le fait sortir du carcan de son moi, la racine désirante du rapport fulgurant au logo et au dire. Certes, bien des thèses peuvent se déduire à partir de ces quelques rappels. En particulier celles qui concernent l'écriture et la calligraphie, thèmes qui ne sont qu'esquissés dans ce que ce précieux recueil nous donne à lire de la pensée et du style de Guimasa. Qu'on me permette alors quelques mots sur cet homme qui a compté dans ma vie. Je l'ai rencontré lors de la soutenance d'une thèse, dans les locaux de l'Université Paris Diderot. Ce fut une de ces thèses chinoises qui s'élaborait et se défendait à Paris dans le cadre des accords passés entre quelques universités parisiennes, Diderot et Paris-Nord, et l'université du Sichuan, SIS à Chengdu, où mon ami Huo Datong, analysant puis compagnon de route de Michel Guibal, était pour la psychanalyse la référence fondatrice et active. Michel Guibal était aussi présent ce jour-là, et c'est là que se rencontrèrent nos deux psychanalystes sinologues. Tels deux chats d'allure assoupie, mais au réveil subit, disponibles et subtils, entourés des volutes de leurs pensées, ils se reconnurent d'emblée du même monde, à peine avaient-ils échangé les premiers mots de bonjour et de connivence protocolaire. Ils donnaient alors l'impression d'évoquer dans une profonde saveur allusive, leur rêve de cet ailleurs chinois, davantage taoïste pour l'un, Guibal, et bouddhiste pour l'autre, Massa, échangeant avec une parcimonie de gourmets des évocations de route, de pérégrination, de ravissement et de perplexité. Les rocs enchevêtrés des montagnes, les fleuves brumeux, les nuages lactescents fruits de méditation rêveuse étaient leur horizon et leur tourbillon. C'était à la fois l'espoir de se loger dans un pays nerveux et fantôme, et l'envie de s'en faire le captif amoureux qui animait en eux une intacte impatience d'orientation vers l'Orient. Et cette hâte sans cesse reconduite et rejouée, trouvait sa rallonge dans l'envie de s'établir à rebours des effets d'accélération de notre monde marchand et conformiste dit néolibéral. Un tel monde, à vrai dire le nôtre, est séduisant aussi pour la Chine contemporaine.
Il serait absurde de le regretter, et vain de s'en réjouir. Il est vrai que les jeunes étudiants chinois, arpenteurs besogneux et impatients de toute autre discipline que la psychanalyse que j'ai pu rencontrer à l'université Sun Yat-sen de Canton ou à l'Académie Sinica de l'autre Chine, Taïwan, affichaient vis-à-vis de toute tradition exotérique et ésotérique chinoise une indifférence polie et un dédain souvent obtus. Je me souviens pourtant de cette jeune guide chinoise, maoïste affirmée et trader affiché, dont le visage lisse jusqu'à l'insignifiance, se mit à ribouler des bouillons de larmes devant une stèle, à Jian, où étaient dans une calligraphie dite de l'herbe folle en la pierre gravés les débuts du traité de la piété filiale. Une houle d'âmes mortes et ressuscitées au vif secouait la modernité de cette jeune fille alors traversée par l'écho de la chorégraphie de l'écrit qu'est la calligraphie. Aussi, et en extrapolant, n'est-il point d'impossible de soutenir que cette résonance de l'antique avait causé le tourbillon d'un retour sur soi. Il est à considérer que la dite philosophie chinoise se nourrit de la phonée et de la danse de l'écriture, chose dont la philosophie occidentale, en son ensemble, faisant tomber l'aveuglement de la raison sur le brasier présocratique, décida de ne pas tenir compte à la notable exception de Spinoza. Il n'est pas de dite philosophie chinoise qui ne soit un appel au corps, non comme propriété narcissique du sujet, ce que les lettrés psychanalystes nomment le moi idéal, mais corps opérant en tant que jonction, agrafe, entre l'être et le sujet. Ce dernier éprouve ce que peut un corps, dès lors qu'il se relie à un mode de connaissance dépassant la partition du dedans et du dehors. Il est par là même invité à se frayer voie dans le langage ne serait-ce que pour l'oublier le temps d'une parole pleine. Pour des raisons davantage personnelles, je rencontrai à plus d'une reprise Guy Massa, entouré des siens. Et persistait face à lui ma première impression, celle d'un homme qui pouvait être littéralement voué au bouddhisme et totalement présent, en des incidentes fulgurantes parce que son univers mental le prédisposait à l'éveil, en dehors de toute mondanité. Alors rendu d'un coup volubile, l'œil gourmand et si vite affranchi de la pesanteur des paupières, au cœur de ces halles de Paris qui en raison de sa présence, dense, joyeuse et vivace, redevenaient les halles profuses et aventurières, grâce. Il racontait l'art des traits d'esprit zen, des traits tant vifs et déroutants qu'il faudrait mieux écrire coup d'esprit. Ce qui m'a frappé en lui, et il en va ainsi de son petit-fils Arthur, amoureux intransigeant de la Chine à son tour, est que sa quête de l'Orient zen s'exaltait sans aucune complaisance pour l'exotisme. Guy Massa, travailleur infatigable, toujours en quête d'initiation, lui qui avait tant voyagé au Japon pour y recevoir par l'esprit et par le corps liés, des apprentissages et des adoubements zen de haut vol, était doté d'une cartographie de références culturelles impressionnantes et croisées que composaient l'art manouche et gitan, les mondes de Lacan, le bouddhisme zen. Il avait fait des halles son refuge et son royaume. Il est vrai qu'un authentique voyageur a toujours le sens et l'art du refuge et du territoire. Il fut entouré d'auditeurs fascinés et dévoués, qu'il recevait sans fadeur avec une forte hardiesse de ton. Aurait-il pu prétendre à l'imposture du gourou ? Guy Massa avait sans doute trop d'humour ou d'exigence ou de désinvolture peut-être pour endosser ce costume inepte. Je n'en reste pas moins sur ma faim, et je le peux le confesser en évoquant un homme d'une oralité impériale. J'aurais tant aimé que des moments tels cette courte et avortée rencontre avec Michel Guibal se soient vus prolongés par de vigoureux débats, de franches disputes, de réelles avancées partagées. Aujourd'hui encore, qui peut se targuer parmi les psychanalystes occidentaux d'avoir à ce point-là consenti à ce que les trésors de philosophie métaphysique et pratique dont la Chine et le Japon sont les patries puissent cheminer en eux, les féconder, dans un vif régime d'activité mentale fait de passivité heureuse, d'inquiétude méthodique, d'étonnement vif et d'enthousiasme surgissant et conquérant? On doit à des amis de Guy Massa, des auditeurs dévoués, d'avoir organisé ce recueil. Pour en avoir lu les premières moutures et contribué quelque peu à les étager et organiser, je sais que l'entreprise n'était pas sans péril. Guy Massa avait ses points de repère, il était fidèle et exigeant. Ce recueil, subtilement agencé, lui rend un juste hommage et c'est très bien ainsi. Olivier Douville, psychanalyste, Paris. Pourquoi la psychanalyse ? La souffrance est multiforme, et pas seulement physique ou mentale, ni même les deux entremêlés. Il y a une forme de souffrance encore plus profonde, celle qui fait toucher au sang fond de la douleur d'exister. Cette souffrance est un feu de flamme d'enfer aux origines inconnaissables.
Lequel d'entre nous n'a pas quelque part en lui-même son propre Tartare, plus loin encore que l'enfer où s'afflige Tantale, de Thala qui supporte les maux. Au fond, Tantale ne serait-il pas le nom innommable de notre identité secrète? Le châtiment de Tantale consiste à désirer sans fin ce qu'il ne peut atteindre. Plongé dans l'eau jusqu'au cou, il ne pouvait s'abreuver car le liquide fuyait chaque fois qu'il essayait d'y tremper sa bouche. Et une branche chargée de fruits pendait au-dessus de sa tête, mais s'il levait le bras, la branche remontait brusquement au-delà de sa portée. Pour peu que nous cessions de mentir à nous-mêmes, ne sommes-nous pas semblables en différentes régions de nous-mêmes à ce monstre de douleur? Le désir est un phénomène inconscient dont les symptômes sont un compromis, a montré Freud. Le désir subsiste toujours, c'est un manque qui désire encore et encore, a expliqué Lacan. Pourtant, si le désir est la cause de la souffrance, il est aussi par la psychanalyse le moyen de la faire cesser. Imaginons que Tantale, s'analysant, traverse certaines résistances inconscientes. À partir de quoi il serait amené à considérer que s'il ne peut atteindre ce qu'il désire, c'est parce qu'il désire plus fortement encore l'inverse de ce qu'il avait l'illusion de désirer. Suivant alors son désir le plus fort, il se mettrait à désirer, ne plus désirer boire et manger. Et ne cédant plus sur ce désir, il métamorphoserait d'un coup le Tartare en Olympe. Ce n'est pas que le désir soit bizarre, c'est que le désir, phénomène inconscient, est infiniment plastique. Il peut changer de sens, changer de puissance, s'inverser, se sublimer pour peu qu'on ait le courage de le pousser à parler des tréfonds de lui-même, jusqu'à la béance, le trou, le vide bifurcatoire et la peur de la mort. Or, c'est justement cette parole qu'on se contraint à refouler généralement par toutes sortes de moyens. Si la psychanalyse est bien la plus efficace des méthodes d'introspection, c'est parce qu'elle analyse les désirs inconscients. Il n'y a pas de souffrance qui ne cède à l'analyse de sa psyché. En fait, que trouve-t-on au bout de toute analyse sinon le désir, c'est-à-dire un vide sans fond sans rien de sacré? Le réel originaire et ultime, à la fois cause et fin de la souffrance comme de la jouissance, chaos étant de toutes les bifurcations créatrices et dont la parole va toujours par-delà tous les ensembles clos? On peut appeler ça la liberté libre, l'accomplissement de l'amour ou encore la castration symbolique du discours monstrueux de l'inconscient. Pour faire court, on évoquera les 4 discours de Lacan, sachant qu'on appelle discours ce qui relie à travers toute espèce d'alternance la force d'un désir à lui-même. 1. Il y a le discours hystérique. Le terme hystérique ne désigne pas ici le discours d'un hystérique clinique, mais simplement le discours d'un sujet divisé par sa souffrance, par son symptôme, c'est la douleur d'une demande, le discours de la souffrance. L'hystérie, comme la personnifie Tantale, est une dimension de la nature humaine. 2. Il y a le discours universitaire, qui est le discours qui cherche les causes de la souffrance. Ce n'est pas le discours de quelqu'un qui serait spécialement diplômé. Ce discours désigne seulement l'ensemble des connaissances actuelles sur un sujet particulier. Il en délimite les impuissances. 3. Il y a le discours du maître, qui est le discours sur l'extinction de la souffrance. Le maître n'est pas ici un personnage de chair et d'os, mais simplement un impératif. Il peut être trompeur et tyrannique. 4. Enfin, il y a le discours psychanalytique, qui est la praxis de l'extinction de la souffrance, c'est-à-dire la pratique qui assure à chacun la rencontre effective avec son désir. Ce n'est pas une position de savoir, ni de pouvoir, ni de normalisation, ni d'orthodoxie, mais la fantastique odyssée de notre propre désir en son récit abouti. C'est encore, selon la sauvage mais juste expression de Picasso, le désir attrapé par la queue, ou son je ne cherche pas je trouve. 2002. Diogène Gorgias, Freud et Lacan. Pulsion invocante. La pulsion freudienne n'a rien à voir avec l'instinct. Sa couleur sexuelle, si formellement maintenue par Freud, est couleur de vide, suspendue dans la lumière d'une béance, écrit page 851, nous dit Lacan. Remarquons que le latin vocer, appelé, nommé, désigné par un nom et vacar, être vide, être libre, sont très proches. Puisqu'on parle de grammaire des pulsions, on peut s'autoriser à considérer les mots comme des pulsions invocantes, étymologie vox, la voix. Freud divise la pulsion en 4 parties, la source, la poussée, l'objet et le but. La source est le corps, dit-il. Or le mot aussi a une matérialité sonore ou visuelle. La poussée est l'intensité. Le mot a aussi une certaine intensité, une certaine poussée. Le but est la satisfaction.
Le mot également vise à la satisfaction. L'objet est le moyen par lequel on obtient la satisfaction. Ce moyen est interchangeable jusqu'à ce qu'il permette d'atteindre à la satisfaction. Les mots utilisent aussi les signifiés, tels des moyens plus ou moins adéquats, pour atteindre la satisfaction. Ce qui montre ce que souligne toujours Lacan, la dissociation du but et de l'objet. Certes, un versant de la parole s'articule au vécu sensoriel kinesthésique et synesthésique, mouvement et sensation interne. Mais ceci ne nous empêche nullement de rapporter les destins des mots au destin des pulsions. Refoulement. Un mot peut refouler ou être refoulé. Activité-passivité. Un mot peut être actif ou passif. Retournement sur soi. Un mot peut se retourner sur lui-même. Inversion en son contraire. Un mot peut s'inverser en son contraire. Sublimation. Un mot peut sublimer ou être sublimé. De plus, puisque l'inconscient est langage, la mère se réduit au signifiant et le signifié au père. Il n'y a ni père ni mère dans l'inconscient, seulement des mots. La barre qui les sépare est le rien, c'est-à-dire nous-mêmes. Sans cette barre du rien, on ne différencierait pas une chose d'une autre. Les signifiés changent et les signifiants ne sont pas identiques à eux-mêmes. Il y a le monde des choses et le monde des mots. Le passage du monde des choses au monde des mots par le rien, cela s'appelle la castration. À partir de cette coupure transformatrice, le monde des mots crée le monde des choses. Nous allons aborder aujourd'hui deux mots fondamentaux de la psychanalyse, le phallus et la castration, en nous servant de la mythologie grecque. Pourquoi s'intéresser à la mythologie ? Freud le conseillait fortement. Il recommandait aux psychanalystes d'être les familiers de la mythologie. La mythologie est parvenue à quelque chose dans le genre de la psychanalyse. Encore, page 104, faisait aussi remarquer Lacan. Peut-on être psychanalyste sans être helléniste ? Et peut-on être helléniste sans être psychanalyste ? Aujourd'hui, certainement pas. L'inconscient étant d'abord intolérable, les figurations de nos pulsions inconscientes par la mythologie les rendent beaucoup plus acceptables que l'inconscient lui-même. Ainsi, nous intéresser à la mythologie peut nous faire gagner du temps pour comprendre le langage de l'inconscient. Il ne s'agit pas de revenir à la mythologie à la manière de Jung, pour qui le désir se rattache à des forces vitales métaphysiques et pour lesquelles les mythes gardent leur dimension religieuse, mais bien plutôt de s'intéresser à la mythologie, parce que c'est d'une part la moins religieuse de toutes et que d'autre part, il nous faut prendre au sérieux le mot mythologie comme ne relevant que du langage. Mythos et logos sont deux mots qui signifient parole. Le mythe, contrairement au dogme, est fait pour être discuté. Il entraîne la dialectique. L'Oedipe est donc un discours. L'Oedipe peut. Il peut quoi ? Il peut nous sortir de nos difficultés, simplement parce que les savants comme les ignorants sont manipulés par des mots. L'inconscient est un langage. Que fait ce langage ? Il écoute et transforme. Ne veux-tu rien savoir du destin que te fait l'inconscient ? Non ? Alors, bienvenue dans le labyrinthe de l'Oedipe. Le labyrinthe abyssal des mots, aussi impénétrable que des murailles, le labyrinthe terrifiant des choses qui nous enlisent dans leur présence comme dans leur absence. Bref, bienvenue dans toutes les formes de la névrose qui, comme l'hydre de Lerne, fait surgir deux autres têtes à la place de celle qu'on a réussi à lui trancher. Bien sûr, personne n'a eu véritablement envie dans son histoire consciente de tuer son père et d'épouser sa mère. Ce qui pourrait nous faire accroire que cette histoire ne nous concerne pas. Mais redisons-le, l'Oedipe ne relève que de l'inconscient. Or l'inconscient est du langage. Et ceci nous oblige à traduire autrement ce qu'est notre père et notre mère, ces honorables géniteurs. La mère est ici la parole. La mère n'est qu'un mot et le père en est un autre qui marque le sens. Signifiant sur signifié, comme dit Lacan qui privilégie le signifiant. Du coup, épouser sa mère c'est se servir d'un axiome, c'est-à-dire d'une vérité indémontrable, c'est prendre une place à partir de laquelle on gouvernerait tout, pareil à Oedipe roi, pareil à l'enfant installé sur les genoux de sa mère comme à sa meilleure place. Tuer son père se réduit à changer le sens d'un mot. Dès que nous ouvrons un dictionnaire pour chercher le sens d'un mot, son étymologie, c'est comme si nous débattions avec maman et papa. Dès que nous utilisons un mot, on en change le sens, simplement parce que les mots ne sont jamais identiques à eux-mêmes. Conclusion. Puisque nul n'échappe au langage, nous sommes bien obligés de constater que nul ne peut éviter l'Oedipe.
Chaque nouvel arrivant dans ce monde est mis en devoir de venir à bout de son Oedipe. Celui qui n'y parvient pas est voué à la névrose, résume Freud. Vous vous souvenez que nous avons divisé en 12 items l'histoire d'Oedipe. Eh bien, entraînez-vous à analyser, approfondir toujours davantage chacune de ces étapes, car elles nous accompagnent comme notre ombre. L'Oedipe est semblable à un oignon. Dès qu'on en enlève une peau, on en trouve une autre en dessous, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il ne s'agit que de mots. Notre vie inconsciente est infiniment plus riche et plus intéressante que notre vie consciente. Freud n'appelait-il pas sa fille Anna, mon Antigone ? Ce qui montre qu'il ne craignait pas de s'identifier à Oedipe. Mais il n'en était pas la victime. Tant que l'Oedipe n'est pas sublimé, on en est toujours la marionnette. Entre chacun des 12 items de cette histoire, nous devons considérer qu'il n'y a rien. On ne doit pas y faire rentrer d'infinité décimale, sinon on ne les distinguerait pas l'une de l'autre, on ne distinguerait pas le devenir d'une étape à une autre. 1. Le premier item est l'abandon. L'abandon. Combien de fois a-t-on été abandonné ? Combien de fois nous sommes-nous abandonnés nous-mêmes ? Et combien de choses, d'êtres et d'actions avons-nous abandonnées ? La déréliction, le fait d'être laissé en arrière, abandonné, est bien tout compte fait le caractère le plus net de notre existence. 2. L'aide du roi de Corinthe. Certes, il y a des autres et nous avons été aidés, mais combien de fois, ne pouvant compter que sur nos propres forces, avons-nous dû être à nous-mêmes et pour nous-mêmes à la fois le roi de Corinthe et la reine Péribée ? Combien de fois aussi avons-nous été nous-mêmes pour d'autres ingrats des Polybes, des rois de Corinthe ou des reines Péribée ? 3. Troisième item, le doute. Jusqu'où sommes-nous capables de pousser le doute ? Faisons-nous aider par Descartes. Il pensait que peut-être 2 et 2 ne faisaient pas 4, qu'un malin génie lui faisait croire à des vérités qui n'étaient que des erreurs, que les gens qu'il voyait n'étaient peut-être que des mannequins habillés et coiffés de chapeaux. Qui est-on ? Qu'y a-t-il ? Rien. 4. Le destin. Qui suis-je ? Demande Oedipe qui incarne l'extrémité du doute que nous sommes à nous-mêmes. Tu demandes qui tu es, reprend la Pythie, qui tu es ? Eh bien, tue ton père et tu trouveras ta place. Car tu n'es rien d'autre que ce que te fait le langage. Mais combien de fois avons-nous voulu changer de destin, sans nous coltiner au langage de l'inconscient et répéter, tel Sisyphe, nos propres défaites ? 5. Cinquième item, tuer son père. Tuer son père, c'est changer le sens d'un mot sans le savoir. Combien de fois avons-nous changé le sens des mots violemment, sans même savoir ce que nous faisions, ni daigner nous en rendre compte ? Fatalité figurée dans le meurtre de Laïo par Oedipe à un carrefour tragique. 6. La question du sphinx. Combien de fois répondons-nous juste à des questions de sphinx, sans vraiment comprendre ce que nous disons et déclenchant comme l'apprenti sorcier, des choses surprenantes que nous ne maîtrisons pas ? Une variante de la rencontre avec la sphinge rapporte non sans humour qu'Oedipe, ne trouvant pas la réponse, se gratte le front. La sphinge, croyant qu'il se désigne lui-même, croit qu'il a trouvé et se tue. Qui a tétrapou, dipou, tripou ? Oedipou. 7. Septième item, le mariage avec la mère. Épouser sa mère, c'est trouver sa place. Comme le dit Homère, si la terre, la mère a le dessus sur le héros, il meurt. Si le héros prend le dessus sur sa mère, il jouit de son pouvoir sur la terre qui lui appartient. Oedipe est roi. 8. Les 4 enfants. 4. C'est l'accès à un savoir-faire. C'est comme si l'on avait compris qu'il y a 4 directions et qu'on peut donc s'orienter, à droite, à gauche, en avant, en arrière, et que tout peut s'inverser dès qu'on se retourne. Dès qu'on a trouvé sa place, il nous faut montrer notre savoir-faire. 9. La peste tombe sur Thèbes. C'est l'adversité imprévue qui surgit, comme venant de nulle part. Combien de fois en avons-nous subi des coups du sort surgissant de conjonctures extérieures ? 10. Dixième item, la culpabilité. Un jour ou l'autre, nous arrivons à comprendre que tout ce qui nous est advenu de pire dans notre existence n'avait pour cause que nos désirs inconscients. Nous ne voulions pas les exprimer, les faire parler. Nous sommes coupables de ne pas entendre nos désirs inconscients, de les refouler, de les transférer déformés sur la réalité, et de les répéter pour des bénéfices illusoires. 11. La mort. Mourir, c'est se séparer de notre corps et de notre esprit pour s'absorber ou être absorbé dans les délices et les richesses de l'inconscient. C'est sortir de la solitude du corps et de l'esprit. 12. Douzième item, la prospérité.
Sortir de la solitude du corps et de l'esprit fait prospérer le langage créateur de l'inconscient. Diviser, séparer est le même mot que deviser, raconter. Sortir de la solitude de l'être fait accéder aux richesses du devenir. Et ceci n'est pas une vaine parole. En bref, déréliction, aide, doute, changer le sens des mots, répondre à des questions, trouver sa place, acquérir un savoir-faire, rencontrer des épreuves extérieures, culpabilité, mort et prospérité par utilisation du langage inconscient. Voilà en substance la vraie signification de l'Oedipe. Donc autorisons-nous à nous demander: veux-tu vivre intensément chaque instant, avoir la sensation de donner le meilleur de toi-même en toutes circonstances? Veux-tu réaliser tes rêves, harmoniser ta vie privée, pécuniaire, sexuelle, sentimentale et professionnelle? Veux-tu atteindre plus rapidement tes objectifs, vaincre aisément les difficultés, relever avec succès de nouveaux défis? Veux-tu cesser de vivre par procuration et exister enfin selon ton propre désir? Voici le moyen. Laisse parler librement ton inconscient sur le divan du psychanalyste. C'est ce que Diogène appelait la parésia. Et ne cède pas, jusqu'à obtenir ta propre satisfaction sans limite ni raison. Cela guérit toutes les maladies, les faiblesses, les peurs et les angoisses, seulement par la parole et un regard toujours renouvelé, l'interprétation des rêves, des lapsus, des actes manqués et l'exposé des symptômes. Les discours irrationnels de l'inconscient produisent des effets plus rationnels que toute raison. C'est ce que pratiquaient déjà Antiphon de Corinthe et Héraclite, en isolant les mots et en mettant à jour ce qu'ils renferment, Frag. 1. Comme il disait. Diogène le cynique. On se trompe encore sur l'enseignement de Diogène le cynique. Il n'enseignait pas la pauvreté, il enseignait à vivre selon son propre désir, à ne pas céder sur son désir, à ne pas vivre par procuration. Aimer ce qu'il advient, ne pas se perdre dans le passé ou le futur. On connaît Diogène par des anecdotes qui nous conduisent directement au centre nucléaire de son enseignement. Elles sont plus éloquentes que de longues démonstrations théoriques. Par exemple celle-ci: alors que Diogène prenait le soleil à Cranéon, survient Alexandre qui lui dit en se tenant devant lui: demande-moi ce que tu désires. Seulement que tu t'écartes de moi, répondit Diogène, car ton corps me cache le soleil. Celui qui s'est placé sur son désir n'a rien d'autre à désirer. Alexandre devint l'ami de Diogène. Il disait: si je n'avais pas été Alexandre, j'aurais voulu être Diogène. Diogène pratiquait la parésia, la liberté de langage qui correspond à la règle fondamentale de la psychanalyse. Tout dire, manier les mots sans pudeur et sans limite, même si cela semble sans intérêt, inconvenant, illogique ou absurde. Quelle est la chose la plus importante dans l'existence? Demandait-on à Diogène. La liberté de langage, répondait-il. Sa dialectique lui permettait d'avoir gratuitement les faveurs de Laïs, qui passait pour la plus belle et la plus chère des courtisanes. Un jour, ayant été pris comme esclave, le marchand qui le proposait à la vente lui demanda ce qu'il savait faire. Diogène répondit: je sais parler et exercer l'autorité, tiens, vends-moi à cet homme qui passe là, il a besoin d'un maître. Cet homme était un certain Xéniade, qui acheta Diogène et le proposa, à cause de son éloquence, à la charge de ses enfants. Peu après, il lui confia même la direction de sa maison. Diogène l'administra si bien que Xéniade affirmait partout: un bon génie est entré dans ma maison. Diogène mourut à 90 ans, en retenant volontairement sa respiration. Si d'aventure vous avez envie de vous suicider, essayez donc la méthode de Diogène. Si vous y arrivez, c'était que votre désir de mort était bien votre désir. Si vous reprenez votre respiration, c'est que vous voulez vivre. Diogène est le plus illustre représentant de l'école cynique. On reprochait aux cyniques de parler sans pudeur ni limite et de se comporter comme des chiens, cynos, chien en grec. Le cynique, tel que Lacan en parle, ne connaît qu'une loi, celle de son désir, mais contrairement au canaille, il ne tente pas de l'imposer aux autres et contrairement au débile pavlonisé, il ne se laisse pas soumettre à la pensée unique, au mode ou au discours officiel. Le cynique consacre toute son énergie à ne pas céder sur son désir. En se servant du borroméen, on peut dire que le moi est débile, le ça est cynique et le surmoi une canaille. Ce sont les trois catégories où se déplace inévitablement le sujet, non pas pour juger les autres, mais pour mieux pratiquer son analyse. Diogène pratiquait la parésia, le tout-dire freudien sur les marchés et les places publiques.
Ce qui avait le plus souvent de fâcheuses conséquences, comme on peut l'imaginer. Platon disait de lui qu'il était un Socrate devenu fou. Ce n'est que tardivement qu'on le considéra comme un modèle de sagesse et de thérapie pour atteindre la grande santé. Tout dire à quelqu'un qui vous écoute n'est plus possible aujourd'hui que chez le psychanalyste. Toute société nous oblige à refouler. La question est de savoir jusqu'à quel point cela est possible, sans succomber à des retours de refoulés plus tragiques et pervers les uns que les autres. Si la règle fondamentale de la psychanalyse consiste à tout dire, il nous est impossible de le faire à la manière de Diogène. Le seul lieu où l'on peut s'y exercer aujourd'hui et de manière la plus profonde, c'est chez le psychanalyste, le dernier lieu de la liberté d'expression, contraire à l'intolérance. La castration. En psychanalyse, la castration est d'abord la castration de la mère. De quoi s'agit-il ? Il s'agit du fait que l'enfant doit cesser de se prendre pour le phallus de la mère, phallus qui permettrait à la mère d'être un tout parfait, une entéléchie, en quelque sorte, un acte accompli et la perfection de cet accomplissement. Le phallus est donc d'abord ce à quoi l'enfant s'identifie dans son imaginaire, pour remplacer le manque de pénis de la mère. La psychanalyse nous délivre de ce modèle infantile. Mais nous retrouvons ce drame inconscient et sa nécessaire solution, décrit par Freud et Lacan, mise en scène dans la mythologie telle que nous la rapporte Hésiode. Voici le texte d'Hésiode. Tout d'abord fut chaos, l'abîme, dit-il V116, puis terre au large flanc, donc la terre, notre mère à tous, sortit directement de l'abîme. Ce que confirme à sa façon la physique moderne quand elle démontre que la matière vient du vide. Puis terre enfanta d'abord un être égal à elle-même, capable de la couvrir tout entière, Ouranos, le ciel étoilé, V126. Terre et ciel forment donc le premier couple de l'histoire et c'est un couple incestueux, mère-enfant. Le ciel incestueux faisait des enfants à la terre, sa mère. Mais poursuit Hésiode, à peine étaient-ils nés qu'au lieu de les laisser monter à la lumière, Ouranos les enfonçait tous dans le sein de la terre, et tandis que le ciel se complaisait à cette œuvre mauvaise, l'énorme terre en ses profondeurs étouffait et gémissait. V156. Terre chargea alors Crono de la délivrer de ses souffrances. Comme l'a vu Freud, c'est bien la mère qui menace d'abord de la castration. Vous allez voir. Terre imagina une ruse perfide et cruelle, nous dit Hésiode, elle créa rapidement le métal blanc acier. Elle en fit une grande serpe, puis s'adressa à ses enfants et pour exciter leur courage, leur dit, le cœur indigné, « Enfants issus de moi et d'un furieux, si vous m'en croyez, nous châtierons l'outrage criminel d'un père, tout votre père qu'il soit, puisqu'il a le premier conçu œuvre infâme. » Elle dit, la terreur les prit tous et nul ne dit mot. Seul sans trembler, le grand Crono aux pensées fourbes répliqua en ces termes à sa noble mère, « C'est moi, mère, je t'en donne ma foi qui ferait la besogne. D'un père abominable je n'ai point de souci, tout notre père qu'il soit. Ce père, remarquons-le, est aussi son frère. Ouranos est le fils de la terre et Crono leur enfant. Il a le premier conçu œuvre infâme, dit Crono et l'énorme terre en son cœur sentit une grande joie. Elle le cacha, le plaça en embuscade, puis lui mit dans les mains la grande serpe aux dents aiguës et lui expliqua tout le piège. Et quand le grand ciel vint amenant la nuit pour envelopper la terre, tout avide d'amour, s'épanchant en tous sens, le fils à son poste étendit la main gauche, tandis que de la droite, il saisissait l'énorme, la longue serpe aux dents aiguës, et brusquement il faucha les bourses de son père pour les jeter ensuite au hasard derrière lui, V160. Ouranos et Crono nous montrent le refoulement et le retour du refoulé, et la castration. Vous voulez refouler ? Le retour du refoulé vous castrera. La castration porte sur le phallus, en tant qu'il est imaginé par l'enfant comme un objet ou comme un être. C'est pourquoi Lacan n'envisage pas le concept de castration de façon opposée, à partir du sexe de l'enfant. L'enfant, fille ou garçon, veut absolument être le phallus pour capter le désir de la mère. La castration implique donc de renoncer à l'être ou l'avoir. Dès lors qu'on se révèle soumis aux lois du langage, c'est-à-dire dès lors que le phallus n'entre plus en jeu cette fois qu'en tant que signifiant, qu'en tant que mot, qu'en tant que parole, le corps physique phallique auquel s'identifiait l'enfant est imaginairement tranché. Ainsi le phallus, comme concept fondamental de la théorie psychanalytique, n'appartient qu'à l'ordre du langage. Il est donc indifférent à la particularité des sexes. C'est ce qui permet de comprendre ce que Freud décrit de la libido. Elle est essentiellement phallique. Le phallus est le principal opérateur de puissance, non dans le corps, mais seulement dans le langage.
Si toute signification renvoie au phallus, c'est explique Lacan, dans la prise en compte de la barre qui sépare le signifiant du signifié. Le phallus est la notion centrale de la psychanalyse à la condition, montre-t-il, de le comprendre en ses trois dimensions. Réel, imaginaire et symbolique, dimensions qui seules forment sa consistance. Cette consistance phallique est figurée par le nœud borroméen. Le nœud borroméen qui est fait, vous vous souvenez, de 3 trous. 3 trous qui ne sont noués que par leurs bords, qui sont en mouvement. Le phallus devient fonction phallique avec la consistance du nœud borroméen. Le passage du phallus corporel, en ses catégories de l'être et de l'avoir, se métamorphose en la catégorie du faire par le langage. Le mythe d'Apollon et de sa sœur jumelle Artémis met en scène ce processus. Qui sont Apollon et Artémis ? Artémis et Apollon sont les enfants jumeaux des amours de Zeus et de Leto, une splendide divinité de la nuit. Jalouse et humiliée par cette passion illégitime, Héra, l'épouse de Zeus, interdit alors à tous les lieux de la terre ferme de donner asile à Leto pour son accouchement. Elle ordonna que Leto ne puisse accoucher en aucun endroit sur lequel brillerait le soleil. Ainsi Leto dut se réfugier sur une île flottante, appelée Ortygie, l'île aux cailles. Là, Poséidon, le frère de Zeus, soulevant les flots de la mer, fit une sorte de voûte liquide au-dessus de l'île flottante. Ainsi, abrité du soleil sur cette terre fluctuante, Leto put mettre ses enfants au monde, en contournant les vindictes de la femme de Zeus. Un jour 7, comme on dit en mythologie, Artémis et Apollon naquirent. Artémis naquit la première et aida sa mère à mettre au monde son frère Apollon. Au moment où naissait Apollon, des cygnes sacrés, koukos en grec qui signifie cercle, firent 7 fois le tour de l'île pour leur assurer une éternelle protection. Les 2 enfants étaient doués d'une force invincible et d'une beauté radieuse. Zeus leur demanda de se rendre aussitôt à Delphes, le centre du monde, sur un char volant attelé de 7 cygnes. La première chose que firent Artémis et Apollon, en arrivant au centre du monde, fut de tuer le serpent Python. Le serpent Python était un dragon femelle né de la terre. Il représentait le phallus maternel. Sa destruction représente la castration symbolique et le passage à la fonction phallique du langage. Apollon et Artémis instituèrent alors les jeux pythiques, de la poésie, de la musique, du théâtre et du sport. Puis, dans le sanctuaire de Thémis, la justice, ils consacrèrent le trépied. C'est sur un trépied que les Pythies rendront désormais leurs oracles dans le temple de Delphes. Ces oracles devinrent les plus importants du monde méditerranéen. Ils exprimaient les lois du langage inconscient. Ils exercèrent une influence politique considérable, car ils arrivaient à réguler les abus sociaux, soit des tyrans, soit des démocraties. Apollon régnera à Delphes et Artémis à Éphèse. Le temple d'Artémis à Éphèse était, dit-on, la plus belle des 7 merveilles du monde. C'est là qu'Héraclite déposa son livre sur le logo et le devenir, qui eut une portée considérable sur tout le monde grec et dont il ne nous reste plus aujourd'hui que des fragments. Artémis. Artémis, Artème, veut dire en grec bonne santé. Elle incarne la grande santé, celle de l'inconscient par rapport à la santé du corps et de l'esprit. Artémis est la déesse de la castration créatrice. On a cru que les statues d'Artémis, que l'on trouve encore à Éphèse, représentaient 3 rangées de seins. Mais les spécialistes constatèrent rapidement qu'il s'agissait en réalité de 3 rangées de testicules de taureau. Les testicules de taureau témoignent de ce que le taureau, figure de la force et de la virilité, a été castré. De plus, on remarque que les statues d'Artémis sont parsemées d'abeilles. Or, le mot abeille dérive de la racine débér, en phénicien, qui signifie parole, d'où le prénom de Déborah qui est toujours utilisé de nos jours. Les prêtresses du temple d'Artémis à Éphèse étaient d'ailleurs nommées abeilles. L'abeille symbolise l'éloquence, la poésie et l'intelligence. On raconte par exemple que des abeilles s'étaient posées sur la bouche du poète Pindare, le poète grec auteur d'Épithique, lorsqu'il était enfant, pour inspirer sa parole. Artémis figure donc la castration de l'imaginaire en faveur de la parole. C'est cette opération symbolique qui bâtit la structure subjective de tout être humain. Pour Lacan, l'assomption, la prise en charge de la castration n'est autre que celle d'un désir qui cesse dès lors d'être soumis à l'idéal paternel. Comme dit Freud, la culture a inauguré le détachement d'avec l'état originaire d'animalité, l'avenir page 10. Tout est langage. Tout est langage, ordinaire, savant ou inconscient.
Tout est langage, et qui plus est, le rien n'en est pas moins langage. Le rien fait partie du langage, il est la coupure qui permet de distinguer une chose d'une autre. D'où son importance dans l'objet petit a. Certes, nous sommes entourés d'objets qui ne parlent pas. Mais ce sont des objets qui ont été construits. Ils ont donc pour origine le langage. C'est du langage passé, pourrait-on dire. Mais protesterez-vous, la terre, l'eau, le feu et l'air, personne ne les a conçus, ils étaient là avant que nous parlions. Certes, mais ces 4 éléments se transforment perpétuellement les uns dans les autres et constituent par là même un langage. Dans la perspective de l'être, le langage est limité, dans celle du devenir tout est langage. Le langage inconscient, celui qui est refoulé par les autres, est pourtant celui dont s'originent les autres formes de langage. Solide, liquide, air, feu et devenir correspondent aux 5 éclats de l'objet petit a cause du désir. Les fesses c'est le solide, le regard c'est le feu, la voix c'est air, le sein c'est le liquide et le rien le devenir. Le langage inconscient, rêve, lapsus, acte manqué, oubli, symptôme constitue la matière de la psychanalyse. Freud et Lacan ont insisté sur l'expression sonore des mots, faite d'allitération et de rythme par lesquels s'exprime le langage de l'inconscient. Par exemple, Jean Tardieu, dans Un mot pour un autre, s'en sert dans ce passage où tout le monde comprend ce dont il s'agit, bien qu'aucun mot ne soit conforme au discours ordinaire. Cela en tout cas suscite le rire. Et le rire est le propre de l'inconscient. La bonne annonce, madame, c'est madame de la Perléminouse. Madame, ah! Quelle grappe! Faites-la grossir. La bonne fait entrer la comtesse. Madame, chère, très chère peluche. Depuis combien de trous, depuis combien de galets n'avais-je pas eu le mitron de vous sucrer? Madame de Perléminouse, hélas. Chère. J'étais moi-même très vitreuse. Tout le monde comprend la pièce, bien qu'aucun mot ne soit adéquat. L'inconscient a affaire avec la grammaire, nous dit Lacan, le savoir page 13. C'est pourquoi les fautes d'orthographe font partie du matériel analytique. Les mots ont des corps qui sont faits de lettres, lesquels représentaient autrefois des animaux et de choses. A c'était la vache, B la maison, C le chameau, etc. Jusqu'à ce que les Grecs leur fassent subir une castration fondamentale en séparant les images des sons. Cette castration phonématique permit à toutes les langues du monde de pouvoir s'écrire facilement seulement à partir de 2 douzaines de sons et phonèmes. A, B, C, D, etc., qui n'ont plus rien à voir avec vache, maison, chameau, porte, etc. L'ordre des lettres à l'intérieur d'un mot n'a que peu d'importance, révèle une étude de l'université de Cambridge. La seule chose importante est que la première et la dernière soient à la bonne place. Les lettres du milieu du mot peuvent être dans le désordre, vous pourrez lire le mot sans difficulté. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.